Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de structures arborescentes d'arbres en algorithmique. Et en particulier, on va voir deux applications importantes des arbres, qui sont les arbres binaires de recherche et les tas. Ok, donc on va commencer par les définitions de ce que c'est qu'un arbre en informatique, et en particulier un arbre binaire. On verra une application particulière des arbres. Ensuite, on parlera d'arbres binaires de recherche. Et on verra comment ils peuvent être utilisés pour implémenter des structures d'ensemble, comme ce qu'on a fait avec les tables de hachage la semaine dernière. Et puis ensuite, on parlera de tas, qui est une autre manière d'utiliser les arbres comme structure de données. Et en particulier, on verra un nouvel algorithme de tri, le tri en tas. Et on verra comment les tas peuvent être utilisés pour implémenter ce qu'on appelle des fils de priorité. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Donc on va commencer par la définition de ce qu'est un arbre en algorithmique, qu'est-ce qu'on peut faire avec des arbres, etc. Donc, en informatique, en algorithmique, un arbre, on le donne par un certain nombre d'éléments. On le donne par un ensemble fini, n, de nœuds. On fixe un ensemble fini de nœuds qui vont être ce qu'on appelle les nœuds de l'arbre. On se donne une fonction enfant qui, à un nœud de l'ensemble, associe une séquence finie d'éléments de n, 2 à 2 distincts. Donc cette fonction associe à un nœud la séquence de ses enfants. Et puis on se donne une troisième chose qui est une fonction de profondeur qui a l'ensemble des nœuds associés, enfin qui a chacun des nœuds associe un entier naturel qui va être ce qu'on appelle la profondeur du nœud. Donc on se donne ces trois choses, un ensemble fini de nœuds, une fonction qui à chaque nœud associe une séquence de nœuds distincts, et une fonction de profondeur, et on impose un certain nombre de conditions. Donc telles que, il existe déjà un seul nœud, que je vais noter R par exemple, appartenant à N, et que je vais appeler la racine de l'arbre. Il existe un seul nœud tel que profondeur de R égale 0. Donc la profondeur, c'est un entier naturel, un entier positif ou nul. Et pour un nœud en particulier, la racine, la profondeur est nulle. Bon, d'accord. Ensuite, chaque nœud n qui appartient à n mais qui n'est pas la racine, pour chacun des nœuds qui n'est pas la racine, il admet ce qu'on appelle un parent, et que je peux noter par exemple P de n, tel que n, alors c'est quoi le parent? C'est l'unique nœud. Alors je vais préciser que ça admet un unique parent, il y a un unique nœud, donc P de n qui est un nœud, tel que n appartient à la séquence des enfants de P de n. Bon, donc pour tout nœud, sauf la racine, apparaît comme un enfant d'un autre nœud. Et puis troisième condition, qui va relier la profondeur avec la relation enfant, ou avec la relation parent, bah, peu importe, si P est le parent de n,
alors, profondeur de P est égale à la profondeur de Z moins 1. Donc un parent d'un nœud a une profondeur qui est juste 1 de moins que le nœud lui-même. Donc avec ces trois conditions, on a tout ce qu'il faut pour définir ce qu'est un arbre. Donc on a un nœud spécial qui est une racine. Tous les nœuds ont une séquence finie, éventuellement vide, d'enfants. Un enfant a une profondeur qui est 1 de plus que celle de son parent. Et donc un nœud, sauf la racine, a un parent et un seul parent. Donc un arbre se représente de manière graphique. Par exemple, donc la manière dont je le représente, c'est on a par exemple des ronds qui délimitent les nœuds. On représente la racine tout en haut de l'arbre. Et puis je peux lui mettre une étiquette. Je peux mettre une valeur dans la racine, par exemple. Je vais mettre la valeur 7. Et puis ensuite, la racine a un certain nombre d'enfants. Donc disons par exemple que la racine a 3 enfants. On représente ces enfants comme des flèches qui partent de la racine et qui vont vers le bas. Et ensuite, je mets chacun des enfants. On a une séquence d'enfants, donc je les mets les uns à la suite des autres. Et donc là, je vais mettre par exemple des valeurs juste pour appeler ces nœuds, 4, 12, 25, peu importe. Ensuite, chacun de ces enfants peut avoir à nouveau des enfants. Par exemple, 4 peut avoir un enfant, 25 peut avoir 2 enfants. Et puis disons que 42, 12, 7 et 9, 7 je l'ai déjà utilisé, je vais utiliser une autre valeur, 8. Et donc 42, 12, 8 et 9, on va dire par exemple qu'ils n'ont aucun enfant. Si je regarde, donc ça me donne l'ensemble des nœuds. Donc là, mon ensemble M, c'est l'ensemble formé des nœuds 7, 4, 12, 25, 42, 8 et 9. La séquence des enfants, eh bien, je l'ai représentée de manière graphique avec pour chaque nœud, juste en dessous, ces enfants dans l'ordre de la séquence. Donc pour 7, la séquence 4, 12, 25. Pour 25, la séquence 8, 9. Pour 4, la séquence 5 42. Et pour tous les autres nœuds, aucun enfant, donc une séquence vide. Et puis si je veux écrire la profondeur, et bien maintenant que j'ai cette représentation graphique, j'ai tous les éléments. La profondeur de la racine, c'est 0, par hypothèse. Et la profondeur d'un nœud, c'est 1 plus la profondeur de son parent, de l'unique parent. On voit ici d'ailleurs que chaque nœud a un unique parent. Et donc la profondeur des nœuds 42, 8 et 9, c'est 2. Voilà, donc pour tout arbre, j'ai une représentation graphique comme ceci, qui me permet de visualiser l'arbre. Alors un certain nombre de... je mentionnais rapidement un certain nombre de conséquences de cette définition si on voit l'arbre comme un graphe. Donc un graphe, c'est un ensemble de nœuds avec des arêtes entre les nœuds. Le fait que j'ai demandé qu'un nœud a un et un seul parent et que la racine, enfin sauf pour la racine, que seule la racine a 0 parent, et le fait que j'ai imposé ce critère sur la profondeur va faire en fait que ce graphe formé par l'arbre va être un graphe qui est connexe. Donc il va y avoir un chemin dans l'arbre, en fait depuis la racine vers n'importe quel nœud. Ça va être un graphe aussi qui est acyclique. Je ne veux pas trouver une manière de boucler dans cet arbre-là. Et donc ça, c'est en fait la manière dont on définit un arbre en théorie des graphes. En théorie des graphes, on dit qu'un arbre, c'est simplement un graphe enraciné, dans lequel une racine a été identifiée, qui est connexe et qui est acyclique. Mais on ne va pas utiliser le vocabulaire de la théorie des graphes aujourd'hui, on va juste utiliser le vocabulaire simple qu'on a introduit. Donc on a vu un certain nombre de notions, on a vu la notion de nœud, de parents, d'enfants, de séquence des enfants, de profondeur d'un nœud. Alors on peut introduire quelques autres notions. Un
une feuille dans un arbre est un nœud sans enfant. Donc là, je peux par exemple identifier les feuilles en rouge. On a ceci, ceci, ceci et ceci qui sont des feuilles. Donc quand je dis sans enfants, ça veut dire que la séquence des enfants est vide. Et puis, on a aussi les nœuds qui ne sont pas des feuilles, on les appelle des nœuds internes. Donc un nœud interne, c'est un nœud avec au moins un enfant. Et donc les nœuds internes, on peut les mettre dans une autre couleur juste pour les visualiser. Donc nœud interne, là on aura 4, 25, et puis on va considérer que la racine aussi est un nœud interne. Parfois on a des définitions dans lesquelles on exclut la racine, on dit que c'est un nœud particulier, mais là je vais la considérer comme un nœud interne. Bien, donc on a la notion de feuille, de nœud interne. Je peux parler de la notion de profondeur d'un arbre. La profondeur d'un arbre, c'est la profondeur maximale. C'est max pour l'ensemble des n appartenant à n de profondeur de n. Donc là, ici, la profondeur de l'arbre que je représentais, ça va être 2. Donc les nœuds qui sont les plus bas dans l'arbre, qui ont une profondeur la plus haute, sont nécessairement des feuilles, puisque si elles étaient des nœuds internes, il y aurait un nœud qui serait encore en dessous. Et donc plutôt que de dire c'est le max pour l'ensemble des nœuds, j'aurais pu dire c'est le max pour l'ensemble des feuilles de l'arbre. Bon. Alors la profondeur d'un arbre, c'est le max de la profondeur. On parle aussi de hauteur d'un arbre. Les deux veulent dire la même chose. Par contre, on a aussi une notion de hauteur d'un nœud, et que je vais représenter, je ne sais pas, en une couleur spéciale. Et la hauteur d'un nœud, ça va être en fait le nombre de descendants, c'est-à-dire d'enfants et d'enfants d'enfants et d'enfants d'enfants d'enfants, etc. Plus exactement, la profondeur de descendants d'un nœud, pas le nombre de descendants. Donc par exemple, la hauteur de chacune des feuilles, c'est 0. Donc je mets en violet la hauteur, pardon, pas la profondeur. La hauteur de 4, c'est 1, la hauteur de 12, c'est 0, la hauteur de 25, c'est 1, et la hauteur de la racine, c'est 2. Donc en fait, la hauteur de la racine, ça va être la même chose que la hauteur de l'arbre ou la profondeur de l'arbre. Et donc, je mentionne juste cette définition. Donc, la hauteur d'un nœud. Alors, une manière de le définir, ce serait de dire simplement que la hauteur d'un nœud, c'est la profondeur de l'arbre formé de ce nœud et de l'ensemble de ses descendants. Alors, je n'ai pas défini formellement ce que j'entendais par descendant. Descendant, c'est en fait ce qu'on appelle la clôture transitive. De la relation enfant. Donc on est descendant, si on est enfant d'un enfant, si on est enfant d'un enfant d'un enfant, etc., de manière non bornée. Et puis à l'inverse, ancêtre, c'est la clôture transitive. De la relation parent. Ok, je pense que j'ai tout le vocabulaire dont on va avoir besoin. Donc encore une fois, quand on parle des arbres, on parle de
racines de l'arbre, d'enfants, de parents, de descendants, d'ancêtres, de profondeur, de nœuds internes et de feuilles, et éventuellement de la hauteur d'un nœud. Alors, donc les structures d'arbres sont utiles, quelles qu'elles soient. Elles se retrouvent dans plein d'endroits en algorithmique, en informatique de manière générale. Je vais m'intéresser surtout à un type d'arbre particulier, qui sont les arbres binaires. Est un arbre dans lequel chaque nœud interne a un ou deux enfants. Donc, par rapport à un arbre normal, on peut avoir une séquence arbitraire d'enfants. Dans un arbre binaire, on ne peut avoir que un ou deux enfants si on en a. Là, c'est une condition qui s'impose sur les nœuds internes. Les feuilles, évidemment, ont 0 enfant. Et puis, éventuellement, peut-être que j'aurais besoin de la notion d'arbre binaire complet, que je vais réécrire en dessous. Un arbre binaire complet est un arbre dans lequel chaque nœud interne a deux enfants. Donc, dans un arbre binaire, on peut avoir un ou deux enfants pour chacun des nœuds internes, et évidemment 0 enfants pour chacune des feuilles. Dans un arbre binaire complet, on a forcément exactement deux nœuds internes, deux enfants par nœud interne, et évidemment 0 enfants pour chacune des feuilles. Bon. Donc l'arbre que j'avais ici dessiné n'est pas un arbre binaire parce que la racine 7 a 3 enfants. Si j'enlevais le nœud 12, ça deviendrait un arbre binaire. Ce ne serait pas un arbre binaire complet parce que 4 a un seul enfant. Il faudrait que j'enlève 42 aussi pour que ça devienne un arbre binaire complet, ou que j'ajoute un deuxième fils à 4. Un deuxième enfant à 4. Oui, la terminologie utilisée varie un peu. En anglais, on parle toujours de parents, de parents et de child. En français, on a parfois tendance à utiliser la terminologie père-fils. Je vais essayer d'utiliser la terminologie plus neutre de parents-enfants pendant tout le cours. Bien, alors on va surtout donc considérer des arbres binaires et quelquefois des arbres binaires complets. Dans un arbre binaire, donc on a un ou deux enfants. Dans un arbre binaire complet, on a 2 enfants. On peut donc parler, dans les cas des arbres binaires, et en particulier complets, d'enfants gauche et d'enfants droite. L'enfant gauche, c'est le premier enfant de la séquence. L'enfant droit, c'est le deuxième enfant de la séquence. Bon. Voilà, je pense que c'est bon. Je n'ai plus rien à dire de généralité sur les arbres. Bien, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir une première application des arbres qui va être une application pour capturer la syntaxe d'une expression, en l'occurrence d'une expression arithmétique. Ça va juste permettre de voir un cas d'utilisation des arbres comme structure de données qui n'a rien à voir avec ce dont je vais parler plus tard, qui va être les arbres de recherche ou l'état, les fils de priorité, etc. Donc, prenons une expression arithmétique. Une expression arithmétique, c'est une expression bien formée à partir des chiffres de 0 à 9, de l'addition, de la multiplication, de la division, de la soustraction et de parenthèses. Donc, par exemple, je prends 3 plus 4 fois 5 divisé par 1 moins 2 tiers. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est une expression arithmétique. Eh bien, cette expression arithmétique, on peut la représenter comme un arbre qu'on va appeler l'arbre
Alors en anglais, c'est l'arbre de parsing, l'arbre syntaxique. Pour cette expression, c'est un arbre qui va refléter la structure de l'expression. Alors on va commencer par ce qui est au plus haut niveau dans l'expression arithmétique, c'est-à-dire ce qui va être évalué en dernier. En dernier, ce qui va être évalué, c'est le plus. On a un plus entre deux choses. À gauche du plus, on a 3. À droite du plus, on a quoi? Eh bien, on va regarder ce qui est évalué en dernier. Alors là, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on évalue, dans quel ordre est-ce qu'on évalue 4 fois 5 divisé, etc. On n'a pas de parenthèse pour nous dire dans quel sens ça va s'évaluer. Il se trouve qu'ici, ça ne va pas vraiment faire de différence. Mais donc, par exemple, on va écrire qu'on a la division entre, d'une part, à gauche, le fois de 4 et 5, et à droite, le moins de à gauche 1, et à droite, le divisé entre 2 et 3. Donc, passer de la représentation sous la forme d'une écriture linéaire, comme ce que j'ai mis au-dessus, à une représentation sous forme arborescente, comme ce que j'ai mis en dessous, c'est ce qu'on appelle analyser l'expression arithmétique ou parser l'expression arithmétique, passer de l'un à l'autre. Alors, ce passage de l'un à l'autre n'est pas complètement évident, ce n'est pas tout à fait simple d'automatiser ce passage d'une expression arithmétique linéaire en un arbre de l'expression arithmétique. Il y a des techniques pour ça, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Ce qui va m'intéresser, c'est plus, une fois qu'on a obtenu cet arbre de l'expression arithmétique, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, la structure d'arbre va nous permettre de faire plein de choses utiles sur l'expression arithmétique. Par exemple, de l'évaluer. Comment est-ce qu'on va évaluer cet arbre? Eh bien, on va l'évaluer de bas vers le haut, en bottom-up en anglais, en prenant chaque feuille, le résultat de son évaluation, eh bien, c'est la valeur de la feuille. Donc, je vais marquer en vert, par exemple, l'évaluation. Donc, pour chaque feuille, le résultat, c'est juste le nombre qui s'y trouve. Voilà. Et puis, on remonte dans l'arbre, on va de bas en haut. En fait, on fait ce qu'on appelle aussi de la programmation dynamique. On avait vu la programmation dynamique d'une autre manière, de manière où on manipulait une matrice. Ici aussi, on appelle ça la programmation dynamique parce qu'on va calculer un résultat intermédiaire en fonction de sous-résultats intermédiaires qu'on a calculés. Et les sous-résultats intermédiaires, c'est ce qui trouve dans les enfants du nœud interne qu'on est en train d'évaluer. Donc je considère le nœud interne divisé qu'on a ici. Ce nœud interne divisé, bien je l'évalue. 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. Disons qu'on est en train de faire une évaluation dans les rationnels. Donc là, j'écris 2 tiers. Et puis ensuite, j'évalue moins. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc j'écris 1 tiers. 5 fois 4, ça fait 20. 20 divisé par 1 tiers, ça fait 60. Et 3 plus 60, ça fait 63. Donc, en utilisant la structure arborescente, on a pu évaluer l'expression arithmétique, et donc on obtient le résultat 63. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire si on essaie de travailler directement sur la représentation linéaire de l'expression. Si je vous donne l'expression telle qu'elle est représentée en haut, avec 3 plus entre parenthèses, 4 fois 5, etc., et que je vous demande de m'écrire un programme qui prend une telle expression en entrée et renvoie l'évaluation de l'expression en sortie, donc une mini-calculatrice, c'est faisable évidemment, mais ça va vous demander du travail, et en particulier le travail que ça va vous demander, c'est essentiellement de convertir cette expression linéaire en une expression arborescente. Une fois que vous avez l'expression arborescente, une fois que vous avez un arbre qui indique cette expression, eh bien, ça va être très simple de calculer la valeur finale de l'expression. Donc là, on a vu l'utilisation d'un arbre syntaxique pour faire de l'évaluation, mais on peut utiliser un arbre syntaxique pour faire d'autres choses. Par exemple, si on n'avait pas une expression arithmétique complète, mais qu'on avait une expression avec des variables, on aurait pu utiliser l'arbre syntaxique de l'expression pour faire de la manipulation sur l'expression syntaxique. Par exemple, je ne sais pas, on a une expression qui dénote une fonction
et on veut dériver cette fonction en utilisant les règles standards de dérivation, eh bien, ça va être beaucoup plus pratique de travailler sur une expression qui aura été mise sous une forme arborescente que d'essayer de faire la dérivation sur une expression écrite de manière linéaire. Et puis, un autre exemple de ça, c'est si vous voulez implémenter un compilateur d'un langage de programmation ou même un interpréteur d'un langage de programmation. Imaginez que vous vouliez réimplémenter ce que Python lui-même fait. Eh bien, au sein de Python, vous allez devoir être capable d'analyser des expressions arithmétiques arbitrairement complexes et d'autres types d'expressions ou d'autres types d'instructions. Par exemple, quand j'écris print, parenthèse, une chaîne de caractères ou éventuellement une expression arithmétique complexe, fermer la parenthèse, etc. Je veux représenter ça comme un arbre qui me dit que, eh bien, au niveau le plus haut, je fais un print, et l'argument du print, ou les arguments du print, ça va être telle et telle chose que je peux évaluer de manière petit à petit, de bas vers le haut. Et donc, c'est exactement la manière que les compilateurs ou les interpréteurs des langages de programmation vont utiliser pour manipuler le code source que vous avez donné. Ils vont commencer par construire une représentation arborescente de ce code source avant de pouvoir l'évaluer, l'exécuter, le compiler vers du code machine, etc. Donc la leçon, c'est juste les arbres, c'est une structure de données qu'on va retrouver dans plein de contextes en informatique. Par exemple dans le contexte de la compilation des langages, mais qu'on va aussi retrouver en algorithmique parce que ça va servir de structure de base à deux structures très importantes en algorithmique qui vont être 1. Les arbres binaires de recherche, 2. L'état. Ok, donc passons à la description des arbres binaires de recherche. Alors, un arbre binaire de recherche, comme son nom l'indique, c'est un arbre binaire. Mais comme c'est un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire qui a une contrainte en particulier. Donc un arbre binaire de recherche, c'est quoi? C'est un arbre binaire complet. Alors éventuellement, on pourrait définir des arbres binaires de recherche non complets, mais ne présentent pas un très grand intérêt. Donc je vais uniquement considérer les arbres binaires complets. Et qui vérifie une condition suivante. On a une valeur associée à chaque nœud de l'arbre. Donc comme les valeurs que j'ai dessinées dans les nœuds là. Alors par exemple, je vais écrire ça, la valeur V de n associée à chaque nœud n de l'arbre. Donc que ce soit la racine, les nœuds internes, les feuilles, tous les nœuds de l'arbre vont avoir une valeur associée. Et on a une condition importante qui va relier les valeurs et les nœuds de l'arbre. Si n, un nœud n, a pour enfant n1 et n2, donc je vous ai dit, les enfants c'est une séquence, donc là on est dans un binaire complet, donc il y a forcément, soit il n'y a pas d'enfant, soit il y a deux enfants, donc l'enfant qui est l'enfant gauche et l'enfant droit. Alors on a une condition qui relie les enfants et la valeur, qui est que V de n1 est inférieur ou égal à V de n, qui est inférieur ou égal à V de n2. Donc on a vraiment, donc les valeurs vont être organisées avec la valeur de l'enfant gauche qui est plus petite que la valeur du nœud interne, qui est elle-même plus petite ou égale que la valeur de l'enfant droit. Alors prenons un exemple. Je vais dessiner un arbre. Donc je vais mettre 4 à la racine par exemple. Et à gauche et à droite, alors là je vais juste pas mettre de rond autour des nœuds, mais tout ça c'est des nœuds. À gauche et à droite, à gauche je vais avoir forcément des nœuds qui ont des valeurs plus petites que 4, et à droite des choses qui ont des valeurs plus grandes que 4. Donc disons que à gauche je vais mettre, je sais pas moi, 3.
Et puis, à droite, je vais remettre un 4. Ici, je vais mettre un 2. Ici, je vais mettre un 12. Ici, je vais mettre un 8. Ici, je vais mettre un 25, un 14 et un 42. Donc, ceci, c'est un arbre binaire complet qui, de plus, vérifie la condition d'arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que pour chaque nœud interne, la valeur du nœud interne, la valeur 4 de la racine par exemple, est comprise entre la valeur de l'enfant gauche, 3 ici, et la valeur de l'enfant droit, 12 ici. Donc 4 est compris entre 3 et 12, 3 est compris entre 2 et 4, 12 est compris entre 8 et 25, 14 est compris, 25 est compris entre 14 et 42. Donc avec cette simple condition, on impose quand même pas mal de choses, parce qu'en particulier, vous voyez que le sous-arbre qui a pour racine l'enfant gauche de la racine 4 de mon arbre là, a des nœuds qui ont tous des valeurs inférieures ou égales à 4. Et à droite, on a la même chose. Alors donc je vais être un peu plus précis parce que là j'ai mis une condition que sur... donc j'ai besoin d'une condition plus précise pour garantir ça. Je vous ai dit, si on a un nœud qui a un enfant N1 et N2, alors la valeur de N1 est inférieure ou égale à la valeur de N et inférieure ou égale à la valeur de N2. Donc ça c'est une condition importante. Mais on veut aussi que ça ce soit vrai pour tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre avec P1, P2, nœud arbitraire du sous-arbre ayant pour racine N1, N2. Donc là, très important, donc la condition que V2N est entre V2N1 et V2N2, elle va pas juste s'appliquer aux enfants d'un nœud, mais elle va s'appliquer à tous les descendants. Donc ici, je reprends cette condition ici, pour la racine c'est 4, donc tous les nœuds qui sont dans l'arbre qui a pour racine le nœud 3, l'enfant gauche de 3, ont des valeurs qui sont inférieures ou égales à 4. Pareil à droite, tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre dont la racine est 12 ont une valeur qui est supérieure ou égale à 4. Et pareil quand on continue, pour le nœud 12, à gauche, j'ai que des nœuds qui sont inférieurs ou égales à 12. À droite, j'ai que des nœuds qui sont supérieurs ou égales à 12. Donc la condition d'un arbre binaire de recherche, c'est une condition assez restrictive. Donc c'est un arbre binaire complet avec des valeurs sur chaque nœud. Et les valeurs, on a une condition qui fait que quand on a un nœud, les valeurs qui se trouvent dans la partie gauche de l'arbre à partir de ce nœud, donc dans l'arbre délimité par l'enfant gauche de ce nœud, vont tous être inférieurs ou égales à la valeur de ce nœud, et vice-versa pour les valeurs qui se trouvent à droite du nœud, qui vont tous être supérieures ou égales à la valeur du nœud. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un arbre binaire de recherche? Eh bien parce que si on a un arbre qui vérifie une telle condition, eh bien on va pouvoir rechercher de manière assez facile un nœud dans l'arbre. Supposons, je vais changer un petit truc. Ouais, alors ok, donc c'est bon. Alors là, j'ai pris un exemple où je peux avoir 2 fois la même valeur dans l'arbre. Donc cet exemple est tout à fait légitime, ça peut tout à fait bien marcher. Dans la plupart des exemples que je vais prendre par la suite, je ne vais avoir qu'une seule fois la même valeur dans l'arbre, ce qui va juste simplifier un petit peu l'exposition. Donc supposons que je cherche la valeur 8, par exemple. Je veux savoir si 8 est dans l'arbre.
Donc, je veux rechercher 8 dans l'arbre. Comment je vais faire? Eh bien, je pars de la racine, donc je fais quelque chose qui va de haut en bas. Je pars de la racine et je regarde si 8 est plus petit ou plus grand que 4. En l'occurrence, 8 est plus grand que 4, donc je vais à droite. Ici, j'arrive sur 12, je regarde si 8 est plus petit ou plus grand que 4. Eh bien, je vais à gauche, ça me donne, parce que 8, je sais qu'il est plus petit que 12, pardon. Et donc, je le fais aller à gauche. Ensuite, j'arrive sur 8, j'ai trouvé 8, c'est bon. Si j'avais cherché 7, j'aurais suivi le même chemin, sauf que je serais arrivé à 8, qui est une feuille, et donc j'ai fini mon parcours de l'arbre, et j'aurais pu conclure que 7 n'est pas dans l'arbre. Voilà, alors je vais juste faire un tout petit changement. Dans le cas des arbres qui peuvent contenir plusieurs fois la même valeur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais juste imposer que s'il y a 2 fois la même valeur, on impose qu'elle est quelque part en particulier, par exemple à gauche de l'arbre et pas à droite. Ça va simplifier le cas où on peut avoir plusieurs fois la même valeur dans l'arbre. Bon, donc un arbre binaire de recherche, ça fonctionne de cette manière-là. Si j'ai un arbre binaire de recherche, je vais pouvoir rechercher l'existence d'une valeur dans l'arbre en faisant un parcours de haut en bas. Donc du coup, si j'ai un arbre binaire de recherche, quelle est la complexité? Rechercher un élément dans un arbre binaire de recherche, je vais faire du parcours de haut en bas jusqu'à soit que je trouve l'élément, soit que j'arrive à une feuille, en tournant soit à gauche, soit à droite à chaque étape en fonction de la valeur à rechercher par rapport à la valeur qui se trouve sur le nœud interne. Donc cet algorithme-là, c'est un algorithme que j'ai décrit, il se fait en grand O, ou même grand θ, de la profondeur de l'arbre. Puisque je vais de haut en bas, au pire, donc j'atteins une feuille au final, au pire, le nombre d'étapes que j'ai dû parcourir jusqu'à atteindre une feuille, c'est la profondeur de l'arbre plus 1, puisque la racine est à profondeur 0, ça fait une étape. Et à chaque étape, je fais un nombre constant d'opérations qui est juste tester la valeur par rapport à la valeur que j'ai à rechercher et aller suivre l'enfant gauche ou l'enfant droit en fonction du résultat. Donc rechercher un élément dans un arbre binaire de recherche, ça a comme complexité un θ de profondeur de l'arbre. Bon. Donc si jamais la profondeur de l'arbre est pas trop haute, eh bien il y a une chance pour que ce soit efficace. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la profondeur de l'arbre? Eh bien la profondeur de l'arbre, donc ça on en avait déjà parlé, par exemple quand on avait analysé les algorithmes récursifs, c'est un grand oméga du logarithme en base 2, mais peu importe puisqu'on a un grand oméga, du nombre d'éléments, du nombre de nœuds. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la profondeur de l'arbre, au mieux, ça va être quelque chose qui va évoluer en logarithme du nombre de nœuds. Mais ça, c'est juste une borne inférieure. Je sais que la profondeur de l'arbre, ça va pas pouvoir être plus petit que le logarithme du nombre de nœuds. En revanche, la profondeur de l'arbre, elle peut éventuellement être plus grande dans certains contextes. Alors, regardons un contexte où la profondeur de l'arbre est bien plus grande que le logarithme du nombre de nœuds. Eh bien, c'est pas très compliqué. Je vais faire quelque chose comme ça. 7. Comment je vais faire? Je vais faire quelque chose comme ça, par exemple. 6 à gauche, 9 à droite, 8 à gauche, 11
à droite, 10 à gauche, 13 à droite, 12, 15, 14, etc. Ici, je suis en train de construire un arbre qui contient un certain nombre de valeurs. Et en fait, à chaque fois, j'ai les, j'ai les valeurs impaires qui se trouvent en fils droit, en enfant droit, et les valeurs paires qui se trouvent en enfant gauche. Je peux poursuivre ça de manière autant que je veux. Et ici, dans ce contexte-là, donc j'arriverai un jour à 2n plus 1, à droite, et bien la profondeur, ici, ça va être un grand oméga de n. On va avoir une profondeur de l'arbre qui va croître linéairement avec le nombre de nœuds. Pourquoi? Parce que mon arbre n'est absolument pas équilibré. On va revenir plus tard sur la notion d'équilibre d'un arbre. Mon arbre n'est absolument pas équilibré. À chaque fois, je fais grandir l'enfant droit et je ne fais jamais grandir les enfants gauche. Les enfants gauche, c'est juste, il y a juste une feuille qui est un enfant gauche et c'est tout. On dit qu'on a une structure de peigne parce que si on tourne un petit peu l'arbre aussi obtenu, bah, c'est un peu comme un peigne où on a une longue chaîne de nœuds avec des petites dents qui sont les enfants gauche sur le nœud. Et donc si on a un arbre binaire de recherche qui est un peigne, ou qui est quelque chose qui n'est pas très loin d'un peigne, eh bien la profondeur de l'arbre va être assez grande, elle va être proportionnelle au nombre de nœuds qu'il y a dans l'arbre. La profondeur de l'arbre, c'est quelque chose qui, au mieux, est le logarithme du nombre de nœuds. On dit que l'arbre est équilibré si la profondeur de l'arbre, on dit que l'arbre est équilibré si la profondeur est un grand taux du logarithme du nombre de nœuds. Mais tous les arbres binaires de recherche ne sont pas nécessairement équilibrés. Alors, dans un arbre, donc maintenant si je reviens là-dessus, dans un arbre binaire de recherche, si je regarde la complexité de la recherche, complexité de la recherche, dans un arbre binaire de recherche, bah, ça va être quelque chose qui est, tout ce que je peux dire, ça va être un grand taux de n dans un arbre arbitraire, dans un binaire de recherche arbitraire, parce qu'au pire, je peux avoir quelque chose qui ressemble à un peigne, et donc je vais devoir parcourir un nombre linéaire de nœuds. Mais par contre, si je sais que la profondeur est logarithmique en nombre de nœuds, et donc par définition, si l'arbre est équilibré, ça va être un grand taux de log n dans un arbre binaire de recherche équilibré. Donc en fait, ça me plairait assez si j'étais capable de garantir que l'arbre binaire de recherche que je considère soit un arbre binaire de recherche qui soit toujours équilibré. Dans ce cas-là, je sais que j'aurai une complexité qui est toujours une complexité de grand taux de log n pour faire des recherches. Alors il se trouve que je peux garantir ça, mais c'est compliqué. Donc c'est tellement compliqué qu'on va déporter cette question de construire des arbres binaires de recherche qui sont toujours équilibrés à la leçon suivante, où on verra en détail une manière de faire ça avec ce qu'on appelle les arbres binaires de recherche rouge-noir, qui sont une des nombreuses manières qu'on peut utiliser pour garantir qu'un arbre binaire de recherche est toujours équilibré. Dans cette leçon-ci, on ne va pas faire ce détail-là, on va juste dire que si on a de la chance et que l'arbre binaire de recherche est équilibré, alors on a une complexité de la recherche qui est en log n. Si on n'a pas de chance, alors on a une complexité de la recherche qui est en grand taux de n. Alors, regardons les autres opérations dont on pourrait avoir besoin. Donc là, on a parlé de recherche. Mais je vais parler d'autres opérations. Je vais parler de minimum, de maximum, et de
insertion et de suppression. Donc, dans un arbre binaire de recherche, sans passer par un formalisme compliqué comme les arbres binaires de recherche rouge-noir, comment est-ce que je fais chacune de ces opérations? Donc, recherche, on a dit qu'on pouvait faire ça en grand taux de h, où h c'est la hauteur de l'arbre. Trouver le minimum, la valeur minimum dans un arbre, bah, ça c'est facile en fait, ça c'est aussi un grand taux de h. Et comment je fais ça? Bah, je tourne toujours à gauche, je prends toujours le fils gauche. Et j'obtiens, donc je vais regarder dans cet exemple-là, là je veux la valeur minimale, je sais que ce qui est à gauche, ça va toujours être inférieur ou égal à ce qu'il y a dans le nœud interne, donc je vais toujours à gauche. Donc là la valeur minimale dans l'arbre peigne c'est 6. La valeur minimale dans cet arbre-là, c'était 2. Je descends jusqu'à une feuille en prenant toujours à gauche. La valeur maximale, je descends jusqu'à une feuille en prenant toujours à droite. Donc là, c'est 42, ou là, c'est 2n plus 1 pour le peigne. Donc pareil, trouver l'élément minimum ou l'élément maximum, ça se fait en grand taux de la hauteur de l'arbre. Insertion, suppression. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, pour insertion, insertion d'une valeur V. Je commence par rechercher là où devrait se trouver cette valeur. Alors, ça dépend du type de structure de données que je vais implémenter. Si je veux utiliser ça pour implémenter un ensemble, par exemple, et que la valeur est déjà dans l'ensemble, eh bien, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de l'ajouter une deuxième fois. Si je veux implémenter un multi-ensemble, c'est-à-dire une structure de données où on peut avoir plusieurs fois la même valeur, eh bien là, j'ai recherché la valeur, mais je peux vouloir la remettre. Donc, je recherche la valeur, et puis j'ajoute la valeur à cet endroit en s'assurant qu'on conserve une structure d'arbre binaire de recherche. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler, par exemple, sur un exemple comme ici. Supposons que je veuille ajouter les valeurs 5. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais ajouter la valeur 5 à l'arbre. Eh bien, je regarde où je devrais ajouter ma valeur 5. Je vais le faire dans une autre couleur. Donc 5 est plus grand que 4, donc je vais à droite. 5 est plus petit que 12, donc je vais à gauche. 8 est plus grand que 5, donc je vais à gauche. Et puis je me retrouve ici, il n'y a plus rien, donc j'ajoute 5 ici. Alors là, j'obtiens un arbre binaire de recherche qui n'est pas un arbre binaire de recherche complet. Alors j'ai deux choix. Soit ça me pose problème et donc je restructure mon arbre pour qu'il devienne complet. Et on verra que c'est le genre de choses qu'on fait avec les arbres binaires de recherche rouge-noir par exemple. Soit je relâche ma contrainte et je dis qu'en fait c'est pas critique le fait que l'arbre binaire soit complet tant que je sais qu'un fils est soit un fils gauche, soit un fils droit. Et ici j'ai bien identifié que 5 est un fils gauche. Alors, je ne vais pas dans les détails. La raison pour laquelle je vais pas dans les détails, c'est que ça ne va pas être très utile de faire cette opération d'insertion tant que je n'arrive pas à garantir que mon arbre binaire de recherche est équilibré. Et pour garantir que mon arbre binaire de recherche est équilibré, comme on le verra au cours suivant, on a besoin de faire une fonction d'insertion qui est assez complexe. Tel que j'ai décrit, la fonction d'insertion, elle est aussi un grand taux de h, puisqu'il faut que je fasse une recherche et ensuite que je fasse des manipulations locales juste pour ajouter la valeur à cet endroit. Bon, maintenant, la suppression d'une valeur, ça va être la même chose. Hein. On va rechercher la valeur et on va supprimer la valeur à cet endroit en s'assurant qu'on conserve une structure d'arbre binaire de recherche, donc en faisant des manipulations locales pour ça. Et ça me donne aussi une complexité qui est un grand taux de h. Donc on est capable de tout faire en grand taux de h, sauf qu'on n'est pas capable de garantir que la structure qu'on est en train de manipuler
sera une structure d'arbre binaire de recherche équilibrée. Il est tout à fait possible qu'en suivant ces algorithmes tout bêtes, on construise quelque chose qui soit complètement déséquilibré et dans lequel la hauteur est proportionnelle au nombre de nœuds qu'on a insérés. Donc, tout le but du cours prochain, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut garantir des insertions et des suppressions qui maintiennent un arbre dont la hauteur est logarithmique en le nombre de nœuds de l'arbre. Ok, alors donc on fera tout ça le cours prochain. Avant ça, je vais regarder un cas particulier qui est qu'est-ce qu'on peut faire si on veut construire un arbre binaire de recherche équilibré, mais qu'on n'a jamais besoin de maintenir cet arbre binaire de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais besoin de faire d'insertion ou de suppression. On a un ensemble de valeurs. On sait que cet ensemble de valeurs, on veut le mettre dans un arbre binaire de recherche et on veut que cet arbre binaire de recherche soit équilibré. Donc, construire un arbre binaire de recherche équilibré, figé, fixe, à partir d'un ensemble de valeurs. Alors, comment je vais faire? Je vais me donner un ensemble de valeurs, alors arbitraire, je vais prendre, je sais pas moi, 12, 8, 35, 42, 3, 21, 17. Et je vais construire l'arbre binaire de recherche pour cet ensemble de valeurs. Comment je fais? Bien, première étape, je trie cet ensemble de nombres. Donc avec n'importe quel algorithme de tri. Et donc là, j'obtiens par exemple 3, 8, 12, 17, 21, 35, 42. Donc là, je fais un tri. Et le tri, évidemment, il se fait en n log n. Grand O de n log n pour trier, par exemple, avec un tri fusion ou un quick sort ou un heap sort, un tri en tas, qui est l'algorithme qu'on verra tout à l'heure. Bien. Maintenant, j'ai ma séquence de valeurs triées. Comment est-ce que je construis un arbre binaire de recherche équilibré à partir de cette séquence? Eh bien, je fais les choses suivantes. Donc, 1, je trie. 2, j'ajoute la valeur du milieu, pardon. À la racine. Puis, je procède récursivement sur la moitié gauche et la moitié droite du tableau. Pour construire les sous-arbres gauche et droit. Alors, on va regarder sur cet exemple ce que ça veut dire. Alors, il ne reste pas beaucoup de trucs, mais je vais le faire en petit. Donc, je mets la valeur du milieu. La valeur du milieu, c'est 17. 17, je la mets au milieu. Je la mets à la racine de mon arbre. Et ensuite, je procède récursivement sur la partie gauche et la partie droite. Donc la partie gauche, c'est 3, 8, 12, et ça va me donner le sous-arbre gauche. Je prends le sous-arbre gauche, bien. Je prends la valeur du milieu, qui est 8. Et ensuite, je procède récursivement. Tout ce qui est à gauche de 8, je le mets dans le sous-arbre gauche. Tout ce qui est à droite de 8, je le mets dans le sous-arbre droit. Tout ce qui est à gauche de 8, c'est juste 3. Ce qui est à droite de 8, c'est juste 12. Donc je fais ça. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. 21, 35, 42. Donc ce qui est au milieu, c'est 35. Ce qui est à gauche de 35, c'est 21. Ce qui est à droite de 35, c'est 42. Donc en procédant de cette manière-ci, l'arbre binaire de recherche qu'on obtient, c'est un arbre binaire de recherche qui est équilibré.
C'est-à-dire que la hauteur, c'est bien quelque chose qui est proportionnel au logarithme du nombre d'éléments qu'on a entrés. En fait, on s'en assure en divisant à chaque fois le tableau à mettre dans un arbre en deux parties égales, ou autant égales que possible quand quand ça tombe pas juste, avec donc la racine qui est en haut, la partie gauche du tableau qui est sur l'enfant gauche, et la partie droite du tableau qui est sur l'enfant droit. Donc en faisant de cette manière, on construit en grand O de n log n. Pourquoi grand O de n log n? Parce qu'il faut d'une part faire le tri, et donc ça prend du grand O de n log n, et puis ensuite ajouter chacune des valeurs du tableau. Une fois que ça a été trié, ça se fait en grand O de n pour chacune des valeurs. Je les ajoute dans l'ordre que j'ai indiqué, d'abord ce qu'il y a au milieu et ensuite récursivement sur les deux sous-parties. Donc, en grand O de n log n, je peux construire un arbre binaire de recherche équilibré pour un ensemble de nombres. Maintenant, ça ne suffit pas parce que cet arbre binaire de recherche équilibré, je ne peux plus le manipuler. Après, je ne peux pas insérer de nouveaux éléments, supprimer des éléments, tout en garantissant qu'il reste équilibré. Mais si jamais on a besoin un jour de construire un arbre binaire de recherche équilibré pour un ensemble de nombres figés, et de manière à ce qu'il soit ensuite très rapide d'effectuer des recherches en grand O de log n, eh bien on peut procéder de cette manière-là. Alors juste un mot à propos des arbres binaires de recherche par rapport aux tables de hachage. Donc les tables de hachage, on a vu que c'était une structure de données qui permettait de faire de manière efficace de la recherche, de l'insertion, de la suppression. Donc en particulier, on avait un grand O de 1 en moyenne, amorti si on prend en compte le coût qu'il peut y avoir à faire grandir la table de hachage, pour les fonctionnalités de recherche, d'insertion et de suppression. Ici, on est en train de dire que les arbres binaires de recherche équilibrés, si on arrive à les construire, on aura un grand O de log n pour toutes ces opérations. Donc, grand O de 1, ça a l'air mieux que grand O de log n. Et effectivement, dans beaucoup d'applications, les tables de hachage sont plus efficaces que les arbres binaires de recherche équilibrés. Cependant, les arbres binaires de recherche équilibrés ont d'autres avantages sur les tables de hachage. Un avantage, c'est une question d'occupation mémoire. Stocker un arbre binaire de recherche équilibré, ça revient juste à stocker l'ensemble des éléments de l'arbre binaire de recherche équilibré, donc l'ensemble des nœuds avec les relations enfants d'un nœud vers les autres enfants. Ça prend en général moins de place qu'une table de hachage complète qui demande d'allouer un tableau de grande capacité et ensuite d'ajouter dans ce tableau de grande capacité les valeurs de table de hachage. Donc en fonction des contextes, ce n'est pas toujours le cas, mais en fonction des contextes, les arbres binaires de recherche équilibrés peuvent prendre moins de place en mémoire que les tables de hachage. Mais de manière aussi plus importante, les arbres binaires de recherche équilibrés permettent de faire certaines fonctions que ne permettent pas de faire les tables de hachage. Par exemple, les fonctions minimum et maximum, trouver la valeur minimum ou maximum dans un ensemble, on peut le faire très facilement avec une arbre binaire de recherche, équilibré en particulier. On ne peut pas le faire avec une table de hachage, puisqu'on a perdu complètement l'ordre des éléments dans une table de hachage. Ou alors, une autre opération facile, c'est l'opération successeur, qu'on va aussi être capable de faire en grand O de H dans les arbres binaires de recherche, et on ne va pas du tout être capable de faire, sinon on va faire un parcours linéaire, dans les tables de hachage. Alors c'est quoi successeur? C'est, étant donné une valeur, quelle est la valeur la plus petite, qui est plus grande que cette valeur dans la structure. Comment est-ce qu'on ferait ça dans un arbre binaire de recherche équilibré? Eh bien, je prends mon exemple ici. Je veux trouver la valeur qui est la plus petite, plus grande que 8 par exemple. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je cherche 8 dans mon arbre, je le trouve, et je vais chercher ce qu'il y a dans le fils droit de 8. Normalement, ce qu'il y a dans la partie gauche du fils droit de 8, c'est le descendant le plus à gauche du fils droit de 8, ça va être la valeur qui est juste après 8. Alors il se trouve qu'ici, 8 n'a aucun fils gauche. Donc dans ce cas, je remonte d'un cran et la valeur la plus petite qui est après 8, ça va être 12.
Je reprends l'exemple sur 12. Je vais prendre la valeur successeur à 12, la valeur qui est plus petite, qui est plus grande que 12. Je cherche 12 dans l'arbre, je trouve 12. Puis, je vais prendre le descendant de 12, qui est le plus à gauche, c'est-à-dire 14. Et ça, c'est la valeur la plus petite, qui est juste après 12. Si 12 n'avait pas de fils, je serais remonté à ce qui est... non, si 12 n'avait pas de fils, pardon, si 12 n'avait pas de fils et que c'était un fils gauche, je serais remonté aux parents. Si 12 n'avait pas de fils et que c'est un fils droit, par contre, là je sais qu'il n'y a pas de successeur dans l'arbre parce que c'est la valeur maximale. Donc juste en utilisant la structure d'arbre binaire de recherche, je vais être capable d'effectuer d'autres types d'opérations comme trouver le successeur d'un élément. Des opérations que je peux faire en grand taux de H, où H c'est la hauteur de l'arbre. Et donc si j'arrive à avoir un arbre binaire de recherche équilibré, je pourrais le faire en grand taux de log n. Ça, c'est des choses que je suis absolument incapable de faire avec une table de hachage. Dans une table de hachage, je peux faire insertion, recherche supprimée en grand taux de 1, en moyenne amortie. En revanche, je ne suis pas capable de faire toute opération qui utilise l'ordre des éléments. Dans beaucoup de langages de programmation, vous avez deux implémentations des ensembles ou des ensembles associatifs comme les dictionnaires. Une dans laquelle on utilise une table de hachage, l'autre dans laquelle on utilise un arbre binaire de recherche équilibré. Par exemple, en C++, vous avez une structure de données, je vais parler des ensembles plutôt que des tableaux associatifs. Vous avez une structure de données set qui est implémentée avec un arbre binaire de recherche équilibré et une structure de données unordered set qui est implémentée avec une table de hachage. En Java, vous avez une structure de données qui s'appelle treeset qui est une implémentation d'un ensemble avec un arbre binaire de recherche équilibré et une structure de données qui s'appelle hset qui est l'implémentation d'un ensemble avec du hachage. En Python, il se trouve que dans la bibliothèque standard de Python, vous avez juste setEdict qui implémente les ensembles et les tables associatifs à partir de tables de hachage. Vous n'avez pas d'implémentation native d'arbre binaire de recherche équilibré, mais on peut l'implémenter soi-même et il existe des bibliothèques qui les implémentent quand on en a besoin. Donc voilà ce que je voulais dire sur les arbres binaires de recherche. Donc ce dont il faut se souvenir sur les arbres binaires de recherche, c'est que c'est une structure de données avec cette propriété que quand j'ai une valeur, je peux toujours savoir où elle se trouve par rapport à un nœud de l'arbre. Quand je descends dans l'arbre, soit elle est plus grande que la valeur qui est contenue dans le nœud interne, et dans ce cas-là, elle se trouve à droite, soit elle est plus petite, et dans ce cas-là, elle se trouve à gauche. Que la complexité d'essentiellement toutes les opérations que j'ai envie de faire sur un arbre binaire de recherche, c'est proportionnel à la hauteur de l'arbre binaire de recherche. Que je peux construire un arbre binaire de recherche équilibré pour un ensemble figé de valeurs en grand taux de n log n. Mais donc que pour qu'un arbre binaire de recherche soit vraiment intéressant, il faut que je puisse garantir qu'il reste équilibré après une suite d'insertion et de suppression. Et pour ça, j'ai besoin d'introduire une machinerie assez complexe. Il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a ce qu'on appelle les arbres AVL, et les arbres rouge-noir par exemple. Et donc dans le cours de la semaine prochaine, on verra le cas particulier des arbres rouge-noir et comment est-ce qu'on les utilise pour garantir qu'un arbre binaire de recherche reste toujours équilibré. Bien, alors, donc c'est bon pour les arbres binaires de recherche. Maintenant, je vais vous parler des tas. Alors, un tas, ça se dit heap en anglais. Et il y a un problème de terminologie un petit peu malheureux qui est qu'on a déjà parlé de tas ou de heap quand on a parlé de l'organisation de l'espace mémoire au sein d'un système d'exploitation, en disant que l'espace mémoire était grosso modo séparé en le tas et la pile. On a vu que par ailleurs la pile c'était une structure de données qui était une structure de données abstraite
indépendamment de cette organisation de l'espace mémoire, il se trouve que le tas, c'est aussi le nom qu'on donne à une structure de données abstraite, indépendamment du nom qu'on a donné à l'organisation de l'espace mémoire. Et là, il y a même moins de similarité entre la pile dans l'espace mémoire, c'est quelque chose qui suit la structure de données pile. Là, par contre, c'est juste un choix malheureux de vocabulaire. Il n'y a pas de lien entre le tas comme structure de données et le tas comme partie de l'espace mémoire d'un programme. Bref. Donc, un tas, c'est quoi? Eh bien, un tas, c'est un arbre binaire de recherche. Non, pas de recherche, justement, c'est un arbre binaire de recherche, mais qui n'est pas... c'est un arbre binaire, pardon, mais qui n'est pas de recherche. Bien. Donc, c'est un arbre binaire. Alors, pas nécessairement complet. Là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais qui est équilibré d'une certaine manière. Et en fait, c'est même beaucoup plus précis que juste de dire qu'il est équilibré. C'est que, en fait, on dit qu'il est quasi complet. C'est-à-dire que tous les niveaux de l'arbre sont remplis. Sauf le dernier, où toutes les valeurs sont le plus à gauche possible. Tous les nœuds plutôt que toutes les valeurs, ce serait plus clair. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un arbre, et j'impose que tous les niveaux, c'est, là c'est le niveau 0, le niveau de profondeur 0, niveau 1, ils soient remplis, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre d'éléments qui est 2 puissance la profondeur. Donc là, j'ai 4, niveau 0, niveau 1, niveau 2, et puis éventuellement, le dernier niveau, lui, peut ne pas être rempli, mais tous les nœuds que j'ai sont le plus à gauche possible. Donc là, par exemple, il y a juste un nœud qui est tout à gauche. Si j'en avais un deuxième, ce serait l'enfant droit du même nœud interne. Si j'en avais un troisième, ce serait l'enfant gauche du deuxième nœud interne du niveau précédent, etc. Donc les nœuds sont le plus à gauche, sont toujours le plus à gauche possible. Bon. Donc un arbre binaire, donc il est équilibré au sens où en fait il est quasi complet. Donc le fait qu'il soit quasi complet nous impose qu'il soit équilibré. Et puis avec une propriété, donc on a des valeurs V de n associées à chaque nœud. Ok. Très bien. Et il y a une propriété, un peu comme on a une propriété déjà pour les arbres binaires de recherche équilibrés. Et la propriété, c'est que si enfant de n égale n1, n2, alors v de n est supérieur ou égal à v de n1 et v de n est supérieur ou égal à v de n2. Donc la valeur d'un nœud, donc c'est pas comme un arbre binaire de recherche où elle se trouve entre la valeur de son fiche gauche et son fiche droit. Là, elle va se trouver au-dessus de la valeur à la fois du fiche gauche et du fiche droit. Donc pour tous les nœuds. En revanche, voilà, on n'a pas besoin d'autres conditions que ça. On n'a pas besoin de comparer la partie gauche et la partie droite. Donc il n'y a pas vraiment d'importance à si quelque chose est à gauche ou à droite dans un tas. Alors prenons un exemple. Eh bien, allons-y.
je vais avoir une valeur ici, 25. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit plus grande que la valeur qui est à gauche et à droite. À gauche, je sais pas, je vais avoir un 12 ici, je vais avoir un 7 ici. Le 12, il doit être plus grand que tout ce qui est en dessous. Donc, je sais pas, je vais avoir un 4 ici, je vais avoir un 2 ici. Le 4 va être plus grand que ce qui est en dessous, donc je vais avoir un 1 ici, par exemple. Le 7 va être plus grand que ce qu'il y a à gauche, je vais avoir un 0 à gauche, par exemple. Et un 5 à droite, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un tas. Chaque nœud interne vérifie cette condition qui est que la valeur qui est sur le nœud interne est plus grande que la valeur qui est sur chacun de ses fils, sur chacun de ses enfants. Alors évidemment, là j'ai fait le cas enfant de n égale n1, n2, mais si enfant de n est égal juste n1, on a juste une condition, si on a juste un seul fils, on a juste une condition sur v de n. Bien. Ok. Donc ceci est un tas. Alors, on va essayer de voir à quoi peuvent servir les tas. En particulier, comment est-ce qu'on construit un tas et comment est-ce qu'on utilise la construction d'un tas pour implémenter une nouvelle méthode de tri qu'on appelle le tri en tas. Avant de faire ça, je veux mentionner qu'un point important sur les tas, c'est qu'on peut les représenter sous la forme d'un tableau de taille fixe, de la manière suivante. Un tas se représente par un tableau de taille fixe donc t égale donc j'ai un tableau comme ça t0, t1, tn-1 avec t0 la valeur de la racine et pour tout nœud interne dont la valeur est à la position i, la valeur du fils gauche est à la position 2 fois i, la valeur du fils droit ou de l'enfant droit est à la position 2 fois i plus 1. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, on va représenter ce tableau. Alors, il est de quelle taille? On a cet arbre sous la forme d'un tableau. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Voilà. La racine est en première case, donc la valeur de la racine c'est 25. Ensuite, ah oui, non, évidemment ça ne marche pas tel que je l'ai écrit, parce que ça supposerait que je commence à 1. Donc c'est pas 2 fois i et 2 fois i plus 1, c'est 2 fois i plus 1 et 2 fois i plus 2 du coup. Est-ce que c'est bien ça? On va vérifier que c'est bien ça ici. Alors, 25, 2 fois 0 plus 1, ça me donne la première case, la case numéro 1. Et là, je vais mettre le fils gauche, c'est-à-dire 12. 2 fois 0 plus 2, c'est la deuxième case, donc je vais mettre 7. Alors, est-ce que ça marche toujours? Ici, j'ai la case numéro 1, donc je vais mettre les numéros de cases. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, dans la case numéro 1, j'ai 2 fois 1 plus 1, ça fait 3, où je mets
le fils gauche, c'est-à-dire 4. 2 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 4, où je mets le fils droit de 12, c'est-à-dire 2. Bon, 7, 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5, je mets le fils gauche de 7, c'est-à-dire 0. Et 2 fois 2 plus 2, c'est-à-dire 6, où je mets le fils droit de 7, c'est-à-dire 5. Et enfin, pour 4, 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7, où je mets le fils gauche de 4. Donc je peux représenter, et ça marche bien, évidemment parce que l'arbre est quasi complet, c'est-à-dire qu'il est rempli vers la gauche. Je peux représenter un tas arbitraire juste par un tableau. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de manipuler une structure de données compliquée avec des pointeurs vers le fils gauche et vers le fils droit. J'ai juste besoin de manipuler un tableau et ça me permet de représenter un tas. Donc là, il va falloir maintenant que à chaque fois que je vais parler d'un tas, on va le représenter, on va l'afficher par un arbre parce que ça va être beaucoup plus simple sur un arbre de voir comment les choses se passent. Mais informatiquement, si vous aviez à le programmer, il faut bien comprendre que vous le programmeriez juste avec un tableau de taille fixée. Donc ça, c'est un des gros avantages des tas, c'est qu'ils s'écrivent de manière très concise sous la forme d'un tableau de taille fixée. Et donc, par exemple, le tri en tas dont on va parler tout à l'heure, ça va juste être manipuler des cases d'un tableau de taille fixée. On ne va pas avoir besoin de faire des manipulations de structures de données complexes. Mais par contre, quand on raisonne sur un tas, c'est bien de raisonner, d'avoir en image cette représentation arborescente qui permet de comprendre à quoi ressemble le tas. Donc, et alors évidemment, la valeur du fils gauche est à 2 fois i plus 1, la valeur du fils droit est à 2 fois i plus 2, et on peut aussi inverser ça pour avoir la valeur du parent, l'indice du parent étant donné l'indice d'un nœud. Par exemple, 4 ou 2, leur parent, 4 ou 2, oui, leur parent, c'est 12 qui est en position 1, et donc on voit qu'on obtient ça en prenant... il faut que je fasse i-1 sur 2 en partie entière pour avoir la position de la valeur du parent. Donc i-1 sur 2, pourquoi? Parce que 3 moins 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. C'est bien la position du parent. Et 4 moins 1 sur 2, ça fait 1,5. Partie entière inférieure, ça fait 1. C'est bien la position du parent. Donc c'est bon. Donc là calculer là où se trouve le fils gauche, le fils droit, le parent, ça va juste être faire un tout petit peu d'arithmétique. Et donc ça va être très rapide pour bouger d'un nœud vers son parent ou d'un nœud vers son enfant gauche, son enfant droit. Bien, donc on a vu ce qu'est un tas. Un tas, c'est un arbre binaire de recherche quasi complet dans lequel on a cette propriété que la valeur d'un nœud est toujours plus grande que la valeur de ses enfants. Et on a vu qu'un tas se représente de manière agréable, naturelle, par un tableau de taille fixe. Bien. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir parler du tri en tas et de voir comment est-ce que on trie un tableau en utilisant une structure de tas. Alors, je vais peut-être copier ce tas et on va commencer par voir sur un exemple. Voilà. Voir sur un exemple comment est-ce que on applique le tri en tas et puis ensuite
Alors, je vais aussi enlever les cercles, ça sera un peu plus pratique pour manipuler tout ça. Et je vais réécrire mon 0 et mon 5 qui ne sont pas bien écrits. Ok. Donc, on veut trier un tableau et on a une structure de tas et on veut trier un tableau à partir de là. Comment on fait? Donc, on se donne un tas et on suppose que ce qu'on souhaite faire, c'est de trier l'ensemble des valeurs qui sont contenues dans ce tas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le fait de comment est-ce qu'on obtient un tas pour commencer, hein, mais là, on va supposer qu'on a déjà un tas et qu'on trie l'ensemble des valeurs qui sont contenues dans ce tas. Bon. Non, peut-être que je vais faire ça d'abord. Donc, d'abord, on va voir comment est-ce qu'à partir d'un ensemble de valeurs, je construis un tas pour cet ensemble de valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai ces valeurs-là, 25, 12, 7, 4, 2, 0, 5, 1. Et je vais commencer par les mettre sous la forme d'un tas, mais dans un ordre arbitraire. Donc 7, 12, 25, 4, 2, 0, 1 et 5. Voilà. Donc donc je ne pars pas d'un tas, je pars d'un arbre, en fait d'un tableau de valeurs que je vois comme un arbre, mais qui n'est pas un tas, qui ne vérifie pas les conditions de tas. Et la première chose que je veux faire, c'est de transformer ça en un tas. Et ensuite, une fois que j'aurai un tas, je partirai de ce tas-là et je l'utiliserai pour trier mon tableau. Bon. Donc, première chose, je veux faire un construire tas. Avoir un algorithme pour construire un tas à partir d'un tableau de valeurs. Et que le tableau de valeurs, je le vois comme un arbre, mais pour l'instant, ce n'est pas un arbre qui vérifie, donc c'est un arbre quasi complet, c'est un arbre binaire quasi complet, mais qui ne vérifie pas la condition de tas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour chacun des nœuds parcourus du dernier vers le premier, du dernier, c'est-à-dire celui qui est le plus en bas et à droite, vers le premier, c'est-à-dire vers la racine, puisque, à nouveau, hein, je vous rappelle que ceci, ça se représente sous la forme d'un tableau où on a 7, 12, 25, 1, pardon, 0, 4, 2, 5. Oui, alors peut-être que quelque chose sur lequel j'aurais dû insister, c'est que quand vous avez cette représentation sous la forme d'un tableau, en fait, ce tableau, vous pouvez le lire comme on lit linéairement tous les nœuds du tableau de bas en haut et de gauche à droite. 7, 12, 25, 1, 0, 4, 2, 5. C'est exactement la représentation sous la forme d'un tableau, d'un tas ou d'un arbre binaire quasi complet qui n'est pas encore un tas. Donc pour chacun des nœuds parcourus du dernier vers le premier, donc là je vais commencer par 5 et je vais aller vers le 7, je vais appliquer la méthode que je vais appeler tasser. En anglais c'est heapify, en français je vais appeler tasser, qui va transformer localement un sous-arbre en un tas, donc qui transforme le sous-arbre à ce nœud-là en un tas. Donc, c'est-à-dire dans lequel on a la condition que pour chaque nœud interne, la valeur du nœud interne est plus grande que la valeur de ses enfants. Et comment je fais ça? En faisant descendre les valeurs
qui sont plus petites que leurs enfantes. Alors allons-y, on va voir comment est-ce qu'on applique cette fonction de construire un tas. Donc je dis que je parcourais tous les nœuds du dernier vers le premier. Bon, alors je commence par le nœud 5. Bon, là, il faut que je rende 5, le sous-arbre 5 comme un tas. Pour les feuilles, c'est déjà fait, j'ai rien à faire. Les feuilles, elles sont déjà quelque chose qui est déjà un tas correct. Donc 5, 2, 4, 0, il n'y a rien à faire. Je les parcours, mais je ne fais rien. Donc j'aurais pu commencer directement au premier nœud interne. Bien, le premier nœud interne, c'est 1, en allant de droite à gauche. Et donc 1, là, je veux transformer le sous-arbre dont la racine est 1 en un tas. Pour l'instant, ce n'est pas un tas parce que 1, il est plus petit que 5. Donc il y a quelque chose à faire. Eh bien, ce que je fais, c'est que je fais descendre 1 jusqu'au niveau où il ne descend plus pour respecter la structure de tas. Donc là, c'est tout bête, j'échange 1 et 5. Alors là, j'ai marqué l'échange dans l'arbre, mais en fait, il faut voir que c'est un échange dans le tableau. J'échange 1 et 5 dans le tableau. Bien. C'est bon, 1, je ne peux pas le faire descendre plus. Donc je continue, j'ai fini avec 5, je passe à 25. Je rends 25 un tas. Pour ça, je compare 25 à 4 et 2. Là, il se trouve que 25 est plus grand que 4 et 2. Je sais que 4 et 2 sont déjà, les sous-arbres sont déjà des tas, donc il n'y a plus rien à faire. Je continue, je compare 12 à 5 et 0. 12 est plus grand que 5 et 0, il n'y a rien à faire, c'est un tas. Je continue, j'arrive à 7. Là, je compare 7 à 12 et 25, et là, il y a un problème parce que 7 est évidemment plus petit que à la fois 12 et 25 d'ailleurs. Donc, il faut que j'échange 7 avec le plus grand de ses enfants, c'est-à-dire 25. Donc, j'échange 7 avec 25. Voilà. Et maintenant, localement, ça marche. Et ensuite, je continue à faire descendre 7. Si 7 avait été plus petit que les enfants actuels, j'aurais dû continuer à faire descendre 7. Ici, il se trouve que 7 est pas plus petit, donc je n'ai rien à faire. Donc, cette fonction construire un tas, quelle est sa complexité? Eh bien, pour chacun des nœuds, donc ça, je dois faire ça pour un grand taux de n fois. J'applique la méthode tassée, et la méthode tassée, elle fait descendre une valeur éventuellement tout en bas de l'arbre. Et donc la profondeur de l'arbre, c'est du log n. Donc en fait, la fonction construire un tas, sa complexité, on voit rapidement que c'est un grand taux de n fois log n. Alors il se trouve que en fait, c'est une borne, donc c'est correct, mais ce n'est pas une borne qui est précise. On peut être plus précise, on peut faire une analyse plus précise qui montre que la complexité de construire tas n'est pas juste grand taux de n log n, mais c'est aussi grand taux de n. Et donc c'est plus efficace asymptotiquement que l'analyse toute bête que je viens de faire, disant que on a n nœuds et pour chacun des nœuds, au pire, on le fait descendre de log n niveau. En fait, on a une complexité plus précise que ça. L'analyse, vous la trouverez dans le livre de référence, mais en fait, ça ne va pas nous importer parce que construire tas, ça va être la première étape de la manière dont trier un tas. Et la manière de trier un tas, de toute façon, ce sera quelque chose qui aura une complexité de grand taux de n log n. Donc peu importe que la première étape soit un grand taux de n ou un grand taux de n log n pour la complexité asymptotique finale. Bien. Donc construire tas, maintenant, on a vu facilement comment construire un tas. On part d'un tableau non trié, sans aucune particularité. Et de droite à gauche, on va juste vérifier que localement on est un tas. Et si localement on n'est pas un tas, on va échanger un nœud avec le plus grand de ses enfants et continuer à faire descendre ce nœud tout en bas si nécessaire. Bon, maintenant, il y a la question de comment est-ce qu'on fait un tri en tas à partir de ce tas. Alors on va voir ça, je vais d'abord vous montrer sur un exemple, puis ensuite on écrira ce qu'on a fait. La première chose à observer, c'est que dans un tas,
trouver quelle est la valeur maximum, c'est facile. La valeur maximum, c'est la racine. Donc on sait que la valeur maximum, celle qui sera dans le tri tout au bout du tableau, bah, c'est la valeur qui est tout à droite. Donc comment est-ce qu'on va faire? Bah, ça va être élémentaire. La valeur maximum, je sais que c'est 25. Bah, je vais la mettre au bout du tableau. Donc je vais échanger 25 avec 1. Donc 1, je le mets ici. 25, je le mets ici, mais je vais le mettre dans une couleur spéciale qui me dit que là, je suis plus dans le tas. En fait, je vais même enlever la flèche. Je suis plus dans le tas. J'ai mis 25 au bout du tableau. Je peux aussi le mettre. Donc ça, c'est la représentation logique. Dans la représentation tableau, je mets 25 au bout et j'ai mis 1 dans la première case. Voilà. Donc j'échange 1 avec 25 et je considère que 25 maintenant, il est déjà trié, je m'en occupe plus, il ne fait plus partie du tas. Ce qui fait partie du tas, c'est tous les autres nœuds. Bon, maintenant en échangeant 25 avec 1, évidemment, j'ai introduit un problème parce que c'est plus un tas ce que j'ai, puisque 1 n'est pas forcément, et là c'est pas le cas, plus grand que ses enfants. Effectivement, c'est plus un tas, donc il faut que j'applique la fonction tasser, la méthode tasser, pour faire descendre 1 à l'endroit où il devrait être. Donc 1, il faut que je l'échange avec 12, parce que 12 est le plus grand des deux. Ok. Ensuite, 1, il faut que je l'échange avec 5, puisque 5 est plus grand que 1. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu un tas. Bon, bah, j'ai un tas avec les 7 premiers éléments du tableau. Bah, maintenant, je sais comment extraire l'élément le plus grand, c'est 12. Et donc 12, je le mets, je l'échange avec le dernier élément du tableau, c'est-à-dire 2. Je mets 12. Je considère qu'il ne fait plus partie du tas, mais qu'il est... Alors, je vais arrêter de remonter la version arborescente, parce que la version tableau, parce que je vais pas arriver à synchroniser les deux toujours. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes les opérations que je fais sur la représentation arborescente, bah, on fait les mêmes sur la version tableau. Ok, très bien. Donc, 12 et 2, je les ai inversés. Maintenant, il faut que je rappelle la méthode tasser, parce que 2, il peut y avoir une violation de la propriété du tas. Et effectivement, il faut que j'échange 2 avec 7. Oups, pardon, je voulais pas utiliser du rouge. Voilà. Et puis, je continue à faire descendre 2. 2 et 4, 4 est plus grand que 2, donc il faut que je fasse descendre 2. Voilà. Maintenant, j'ai fini d'appliquer tasser. La fonction que j'obtiens, c'est bien un tas. La structure de données que j'obtiens, c'est bien un tas. Donc si c'est un tas, je sais que ce qui est à la racine, c'est le plus grand. Et donc j'échange la racine avec le dernier élément de mon tas. Voilà. Et je note ce dernier élément, je l'enlève de la structure logique d'arbre. Et je sais donc que les 3 derniers éléments de mon tableau trié seront 7, 12, 25. Bon. Et j'ai mis 2 à la racine. Donc à nouveau, il faut que je rappelle la méthode tasser pour faire descendre 2 à l'endroit où il devrait être. Donc là, 2, il est plus petit que 4 et 5. J'échange 2 avec 5. 2, il est plus grand que 1 et 0. Donc c'est bon, j'ai fini, j'ai plus besoin d'y toucher. Maintenant, 5, je sais que c'est l'élément maximum. Donc je l'échange avec le dernier élément du tableau. Il se trouve être 0. Je mets 5 au bout du tableau. Et je dis qu'il ne fait plus partie du tas, il est fini d'être trié. Ok, donc maintenant il faut que je rappelle la méthode tasser. 0 tout en haut du tableau, il faut que je le fasse descendre. 0, le plus grand de ses enfants c'est 4, donc j'échange 0 avec 4. Ah pardon, c'est pas censé être du rouge. Voilà. Et c'est bon, 0, je ne peux plus le faire descendre plus que ça. Je continue. 4, je sais que c'est le prochain élément plus grand. Je l'échange avec 1.
Je le mets en rouge pour dire que j'ai fini et j'enlève la flèche. Bien, maintenant, il faut que je rappelle la méthode tasser sur là mon tout petit tas qui me reste, 1, 0 et 2. 1, je sais qu'il est plus petit que 2, donc il faut que j'échange 1 avec 2. Voilà. Étape suivante, je sais que 2 est l'élément maximum qui me reste, je l'échange avec le dernier élément du tableau, qui est un 0, donc je mets 0 ici. Je mets 2 ici en indiquant qu'on a fini de le trier. Et il faut que je rappelle la méthode tasser, puisque 0 est plus petit que 1, donc il faut que j'échange 1 et 0. Voilà, bon, bah, j'ai presque fini. 1, je sais que c'est l'élément le plus grand, donc j'échange avec 0. Je le mets en rouge parce que je dis que il a déjà été trié. Je remets 0 à la racine en bleu. J'enlève ça. Bon, et maintenant, il me reste plus que... J'appelle tasser, mais tasser sur un tas qui contient un seul élément, ça va être rapide. Et il me reste plus que 0. Et 0, donc, maintenant, je sais qu'il fait partie de... Enfin, je sais que c'est l'élément maximum qui me reste. Et donc, je le mets en rouge pour dire que j'ai fini de faire mon tri. Et donc, j'ai trié. Ça me donne 0, 1, 2, 4, 5, 7, 12, 25, qui est bien le tri de l'ensemble des éléments que j'avais avant. Donc, en récapitulant, comment est-ce que je fais tri en tas? Eh bien, d'abord, j'appelle construire tas. Qui me donne un algorithme qui est en fait un grand O de n, mais peu importe. On a vu qu'il y a un argument facile pour dire que c'est un grand O de n log n. Ensuite, répétitivement, j'échange la valeur à la racine avec le dernier élément du tableau ou du tas. J'indique que le dernier élément n'est plus logiquement dans le tas. Donc ça c'est simple, hein, il suffit que j'ai un nombre d'éléments qui sont actuellement dans le tas et le nombre d'éléments qui ne sont plus dans le tas. Et ensuite, j'appelle appeler tasser sur la racine pour refaire descendre au bon endroit la valeur à la racine. Et ensuite, j'appelle répétitivement ça pour extraire la deuxième valeur la plus grande, la troisième valeur la plus grande, etc. jusqu'à ce que j'ai extrait toutes les valeurs. Alors, quelle est la complexité de tout ça? Donc, construire un tas, j'ai dit que c'était un grand O de n log n ou de grand O de n si on fait une analyse plus précise. Répétitivement, donc n fois. Échanger la valeur ça, avec le dernier élément, c'est un grand O de 1. Indiquer que le dernier élément n'est plus dans le tas, c'est un grand O de 1, c'est juste décrémenter un entier par exemple. Et appeler tasser la racine, bah, tasser c'est quelque chose qui se fait en grand O de log n. On a déjà vu tasser, ça fait descendre l'élément dans le tableau. Et donc, le tri en tas, c'est un algorithme de tri en grand O de n log n. C'est n log n plus n fois log n. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'on sait que c'est la complexité optimale d'un algorithme de tri qui fait des comparaisons. Mais donc, c'est un des algorithmes qui sont asymptotiquement optimaux, de même que l'algorithme de tri fusion, par exemple. Alors, donc super, on a un nouvel algorithme. Quels sont ses avantages de tri en tas par rapport aux algorithmes qu'on connaît déjà? Alors, il a un gros avantage par rapport à tri fusion, c'est qu'il fait du tri en place. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on est en train de faire, c'est manipuler, échanger des valeurs dans des cases de tableau. Pas besoin de construire de nouveaux tableaux ou quoi que ce soit d'autre, de construire de nouvelles valeurs, de nouvelles structures.
Et ça, c'est un gros avantage par rapport au trait fusion. Si vous vous souvenez, le trait fusion, pour faire un trait fusion, il faut découper un tableau en 2 sous-tableaux et appliquer récursivement des choses à ces deux sous-tableaux avant de les fusionner. Et ça va demander essentiellement de devoir faire des nouvelles allocations mémoire, de reconstruire, de recopier des bouts de tableau, etc. Le trait en tas n'a pas ce problème-là. C'est un grand taux de n-log n dans le pire des cas. Donc ça, c'est un avantage par rapport au tri rapide, qui est un grand taux de n-log n uniquement dans le cas moyen. En pratique, donc ça, c'est 2 avantages par rapport aux 2 meilleurs algorithmes qu'on a vus jusqu'à présent. En pratique, le tri rapide est plus rapide que le tri en tas. En général, parce qu'on peut construire des exemples méchants pour le tri rapide, mais en général, plus rapide que le tri en tas. Bon, mais c'est quand même intéressant. Ok. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire autre chose avec les tas? Donc, on a vu qu'on pouvait faire des tris avec les tas, très bien, mais bon, on a déjà des algorithmes de tri et en pratique, si on fait des expériences, on voit que l'algorithme de tri rapide est déjà vraiment très rapide. Bon. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, les tas peuvent être utilisés comme une file de priorité. Alors, une file de priorité, c'est une structure de données différente dans laquelle on a besoin des opérations suivantes. On a besoin d'insérer un élément avec une valeur de priorité. On a besoin de récupérer l'élément dont la valeur de priorité est maximale. Et on a besoin de supprimer l'élément dont la valeur de priorité est maximale. Donc c'est les trois seules opérations dont on a besoin dans une file de priorité. Éventuellement, il y a aussi modifier la priorité d'un élément. Ça dépend des cas. Alors à quoi ça sert? Ça sert dans plein de contextes, les files de priorité. Imaginez par exemple que vous avez un certain nombre de traitements à effectuer, que vous avez des ressources limitées pour effectuer ces traitements, et que vous affectez une valeur de priorité en disant quels sont les éléments, les traitements que vous voulez effectuer le plus rapidement possible. Ça peut être utilisé aussi pour gérer une file d'attente physique dans laquelle les différentes personnes qui sont dans la file d'attente n'ont pas la même priorité. Et donc on leur donne des valeurs de priorité au fur et à mesure et on prend prioritairement les personnes qui ont la priorité la plus haute. Donc on peut voir ça comme un peu une extension des files. Les files, tous les éléments ont la même priorité et on les prend dans l'ordre où ils sont arrivés. Les files de priorité, on a des valeurs de priorité différentes et on veut prendre les éléments dans l'ordre de leur valeur de priorité. Alors il y a pas mal de manières d'implémenter une file de priorité avec une structure de données concrète. Les tas sont une des manières d'implémenter une file de priorité. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors dans un tas, donc tas comme file de priorité, récupérer l'élément dont la valeur de priorité est maximale. Donc évidemment les valeurs qu'on a dans le tas, c'est la valeur de priorité. Donc ça, on sait que c'est un grand taux de 1, puisque c'est juste regarder la racine. Dans un tas, savoir quel élément dans la valeur de priorité maximale, c'est juste regarder la racine. Donc tout ce qu'on a besoin de savoir faire, c'est d'insérer un élément avec une valeur de priorité, de supprimer l'élément dont la valeur de priorité est maximale, et de modifier, et d'éventuellement de modifier la priorité d'un élément. Alors supprimer un élément dont la valeur de priorité maximale, on sait déjà faire. On sait déjà faire un grand taux de log n. Ça, c'est ce qu'on faisait dans le tri en tas. CF tri en tas. Dans le tri en tas,
à chaque étape du trianta, on supprimait l'élément dont la valeur de priorité est maximale en l'échangeant avec le dernier élément du tableau. Et ensuite, on appelait la fonction tasser pour refaire descendre ce dernier élément en fonction de sa vraie valeur de priorité. Donc, il nous faut juste savoir comment est-ce qu'on fait pour modifier la priorité d'un élément et insérer un élément avec une valeur de priorité. Et en fait, insérer un élément avec une valeur de priorité, on va le faire avec modifier la priorité d'un élément. Comment est-ce qu'on va faire ? On le fait en 2 étapes. Insérer avec priorité moins l'infini, c'est-à-dire qu'en fait on va l'insérer tout au bout du tableau, et ça c'est facile, on ajoute une case à un tableau, donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un tableau dynamique pour gérer sa structure évidemment. Insérer avec priorité de moins l'infini, et ensuite modifier la priorité. Bon, alors insérer avec priorité moins l'infini, on sait que c'est un grand taux de 1 amorti, puisque c'est l'insertion dans un tableau dynamique. Modifier la priorité, on va voir comment faire modifier la priorité d'un élément. Bon. Je vais reprendre un tas, et on va voir sur un exemple comment on fait ça. Je reprends l'exemple de tas que j'avais tout à l'heure, celui-là. Pardon. Voilà. 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 Donc j'ai un tas. Et on interprète les valeurs comme les valeurs de priorité. Donc l'élément qui a la priorité maximale, c'est l'élément 25, là, qui est l'élément le plus haut. Donc maintenant, supposons que je souhaite insérer un nouvel élément qui a une priorité de, je sais pas moi, de 20. Alors la première chose que je fais, c'est que j'insère un nouvel élément et que je lui mets une priorité de moins l'infini, c'est-à-dire que je le mets tout en bas, en dernière case. Et ensuite, je modifie cette priorité de moins l'infini en mettant 20. Bon, alors maintenant, la structure de tas n'est plus correcte, puisqu'évidemment, 20, ça peut ne pas être un tas par rapport à... Ça peut être plus grand que son parent. Eh bien, on va juste faire une propagation de haut en bas des valeurs pour modifier la priorité. Donc, modifier la priorité, ça se fait en faisant une propagation de haut en bas. Je vous rappelle que tasser, ça se faisait en faisant des échanges de bas en haut. Modifier la priorité, c'est juste en faisant des échanges de haut en bas. Donc 20, il est plus grand que 4, donc j'échange 20 avec 4. « 20, il est plus grand que 12, donc j'échange 20 avec 12. 20, il est plus petit que 25, donc c'est bon, j'ai fini. Donc modifier la priorité d'un élément, c'est juste faire remonter, alors plus exactement que modifier la priorité, il faudrait que je dise, parce que modifier la priorité d'un élément, ça peut être la décrémenter ou l'incrémenter. La décrémenter, je la ferai ça avec la fonction tasser, donc en le faisant descendre l'élément, mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est incrémenter la priorité. Donc décrémenter, on sait déjà comment faire avec la fonction tasser. Incrémenter la priorité d'un élément, c'est juste faire remonter l'élément en l'échangeant avec son parent si valeur plus grande que le parent. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de faire remonter. Donc ça, c'est pour incrémenter. Pour décrémenter, il faudrait le faire dans l'autre sens et échanger avec ses enfants si nécessaire. Donc incrémenter la priorité, du coup, ça fait remonter un élément. Au pire, on parcourt toute la hauteur de l'arbre. Donc ça se fait en grand taux de log n. Donc un tas
permet d'implémenter une file de priorité où la récupération d'un élément dont la valeur de priorité maximale c'est un grand O de 1, la suppression d'un élément c'est un grand O de log n, l'incrémentation de la priorité c'est un grand O de log n, et l'insertion d'un élément, on a dit que c'est un grand O de 1 amorti plus un modifié à la priorité, donc ça donne un grand O de log n amorti. Donc c'est une structure de données assez efficace pour gérer une file de priorité. Il existe d'autres types de structures de données dans lesquelles qui peuvent être encore plus efficaces. On a des structures de données dans lesquelles plus d'opérations que celles que j'ai mentionnées se font en temps constant par exemple. Mais le tas comme file de priorité est déjà une structure de données très intéressante. Voilà, donc j'ai terminé pour le cours d'aujourd'hui. Donc on a vu les arbres comme structure de données importante en informatique avec l'exemple des arbres syntaxiques. On a vu les arbres binaires de recherche. On a vu que pour qu'ils soient vraiment intéressants, il faut qu'ils soient équilibrés. Et on verra au prochain cours comment les équilibrer avec une technique pour les équilibrer. Et puis on a vu la structure des tas qui peut être utilisée pour un algorithme de tri, mais qui peut aussi être utilisée pour gérer des files de priorité et qui donne des complexités très raisonnables pour la maintenance d'une file de priorité. Voilà, donc n'oubliez pas de faire le quiz de cette semaine et bonne semaine à la semaine prochaine.